2025 était riche en actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous proposer le résumé de ce qu'a été cette année. Et principalement, on doit retenir une seule information principale pour ce sujet. Nous parlerons de cet accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, ce qui est d'ailleurs la plus grande actualité de l'année 2025. Et pour en parler, je ne suis pas seul pour apporter plus d'analyse et même de précision. Nous recevons pour vous sur ce plateau, bienvenue Bakoumania qui revient des États-Unis, bienvenue à vous. Merci pour ces souhaits et merci. Amédée Morabou, bienvenue. Merci, bonjour. Gardi Diana, c'est un plaisir de vous revoir. Merci Gichungu. Et enfin, Faustin Koudiassala, bienvenue. Merci. C'est un retour en force après un long départ. On est revenu à la maison, c'est la nôtre. Très bien. On commence avec vous. Bienvenue Bakoumania. Vous avez, je l'ai dit d'ailleurs, d'entre les jeux, vous revenez des États-Unis. Vous avez participé à cette grande cérémonie. On a dit un grand événement pour la RDC. J'imagine également pour le Rwanda. Mais qu'est-ce qui a été signé à Washington exactement? Ben, écoutez, à Washington, il y avait 5 accords qui ont été signés. Il y avait d'abord l'accord de paix et de la prospérité entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu l'accord d'intégration régionale. Il y a eu également l'accord bilatéral RDC-Rwanda. Il y a eu RDC-États-Unis, excusez-moi. Les MOU entre la RDC et les États-Unis sur la sécurité, la défense et la sécurité. Les contenus ne nous ont pas été donnés. Et puis le cinquième, je ne sais plus, mais il y en avait 5. Le cinquième, j'ai oublié. Alors, le plus important, c'est que dans l'accord entre la RDC et le Rwanda, l'objectif, c'était de parvenir à la paix. De parvenir à la paix. Et l'accord sur l'intégration régionale, c'est de faire en sorte que les ressources naturelles immenses de la République démocratique du Congo puissent profiter à tout le monde. En fait, on a ressuscité ce qu'on avait appelé à l'époque de Mobutu la communauté économique des États des Grands Lacs, la CPGL. Cette communauté avait permis aux 3 pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi, de développer des projets économiques communs, notamment le barrage des Ruzizi. C'est pour prendre cet exemple seulement. Et le MOU sur la sécurité, c'est l'autre versant de l'accord signé avec les États-Unis. C'est de dire que, écoutez, les minéraux stratégiques, et les minéraux stratégiques principalement, et c'est ça la nouveauté qu'on a dans cet accord avec les États-Unis. Depuis, s'il faut remonter déjà à la colonisation, vous vous rappellerez de caoutchouc, vous vous rappellerez de la révolution avec le cuivre, etc. Chaque fois qu'il y a une évolution technologique, l'Occident et les puissances planétaires viennent prendre en République démocratique du Congo, ignorant les Congolais. Léopold l'a fait. Aujourd'hui, il y a une évolution notable. Les Congolais discutent avec notamment la grande puissance, la superpuissance États-Unis, pour que vous puissiez venir prendre nos minéraux, mais après avoir discuté avec vous. Et l'autre versant, et heureusement, malheureusement, on n'a pas abordé les contenus de ces versants, c'est de dire que, vous prenez les minéraux, mais il faut qu'il y ait la sécurité. Ça, c'est ce qui ne se dit pas à haute voix, mais ça se profile qu'on ne peut pas faire des affaires sur les minéraux tout le temps quand il y a des coups de feu qui sont tirés à côté. Voilà brièvement l'économie de ce qui a été fait. Ça dit qu'aujourd'hui, on ne viendra pas prendre comme on avait pris avant. Le caoutchouc, on a ramassé. L'uranium, on a ramassé. Mais aujourd'hui, on discute avec les Congolais avant qu'on puisse prendre leurs minéraux. Très bien. Alors, Gardi Diana, je vais essayer de relier un peu ce que dit Bienvenue, puisque vous revenez également de New York. De Washington plutôt. Même si j'étais aussi à New York. Ah ben voilà, on va prendre le 2 comme ça. Alors, beaucoup pensent que cet accord ressort ou dégage clairement une concession que fait la RDC au prix de la paix. Est-ce que c'est le cas? La vérité n'est pas le cas. Je crois que la situation sur le terrain vous le prouvera. Depuis la nuit de temps, vous verrez que la plupart des accords qu'on a signés, parfois même dans le silence, quand ça va dans le sens de l'intérêt du Rwanda, on le signe après. C'est le silence total. Aujourd'hui, la posture du Rwanda nous prouve à suffisance que cet accord n'est pas fait dans son avantage. Mais qu'est-ce qu'on a signé aujourd'hui? Pour moi, j'aime revenir sur un élément essentiel, c'est que cet accord est pour moi la rupture avec une forme de néocolonialisme qu'on vivait depuis un certain moment sur la gestion de nos ressources. Pourquoi je pense que c'est le cas? Dans la mesure où, pour une première fois, et de manière formelle, on est rentré dans un cadre conforme
qui impose d'abord le respect de l'intangibilité des territoires de la RDC, ce qui n'est pas l'objectif de l'autre État du côté, parce que le Rwanda, depuis 30 ans, joue à un jeu d'influence. Et le Rwanda sait que l'influence au niveau international, il lui faut de ressources, et il a toujours utilisé les ressources de la RDC comme moyen pour asseoir son influence diplomatique et son influence des politiques étrangères. Et donc pour moi, c'est déjà le premier intérêt qu'on trouve dans cet accord-là. Deuxième élément, contrairement à la plupart des accords qu'on a signés aujourd'hui, c'est un accord qui engage l'ensemble des Congolais parce que l'accord est public dans ses différents termes. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de prisme propre aux politiques et à des accords de manière officieuse signés quelque part. Aujourd'hui, c'est un engagement. Mais le troisième élément que je trouve très intéressant, c'est que je suis de ceux qui pensent que la RDC souffrait d'une impuissance congénitale. On n'est pas un État qui a été pensé au départ, même lors de notre accession à l'indépendance, comme État, un espace indépendant, un État qui devrait évoluer comme ça. On a toujours été vu comme une zone d'exploitation et que finalement, ce caractère congénital dans notre impuissance nous a longtemps collé. Mais aujourd'hui, la grande question, la question pertinente qu'on ne s'est jamais posée, c'est à quel prix devrons-nous s'émanciper de cette considération d'ordre international? Et je crois que pour une première fois, on s'est dit, si les ressources stratégiques sont un problème, trouvons une intelligence à la manière de l'Ukraine, parce qu'on a fait cette approche concomitamment avec l'Ukraine qui propose également le même accord avec les États-Unis, de pouvoir faire en sorte que ces ressources ne soient plus une malédiction pour nous, mais qu'on trouve des bases solides pour que finalement cette intégration régionale dont on parle se passe, mais avant, il faut qu'on résolve négociation le problème de la paix. deal, concession deal. Non, c'est pas une je préfère dire, ce n'est ni une concession, moins encore un deal. Pourquoi je ne pense pas que c'est un deal? C'est que ça nous ramène à des considérations, j'estime, un peu péjoratives. On est dans un rapport stratégique d'un État indépendant qui veut aujourd'hui recouvrer la souveraineté sur la gestion de ses ressources naturelles. Donc il n'y a pas de concession à faire dans la mesure où lisez l'accord dans son intégralité. Lisez même les autres axes, les autres accords qui arriveraient, notamment avec le mouvement rebelle. Vous verrez que les considérations sont très bien plus claires et on ne tombe pas ici dans une forme de concession qui, comme l'a dit le Jean, braderait les ressources de la RDC. Très bien. Alors, Amédée Moirabou, on doit le dire que cet accord se présente clairement comme un accord de paix et de prospérité pour la République démocratique du Congo. Entre-temps, l'accord signé, mais la paix n'est toujours pas retrouvée jusque ce matin. On sent encore quelques menaces, ci et là. Est-ce que l'on peut dire que la démarche ou l'accord a échoué? Non, on ne peut pas dire que la démarche de l'accord a échoué. L'accord a été entériné au plus haut niveau du président de la République démocratique du Congo, du Rwanda et des États-Unis le 4 décembre. On est en moins de 2 semaines. On ne peut pas dire que l'accord a échoué parce que sur le terrain, et encore les armes continuent à crépiter. Et même les jours même de l'accord, il y avait des Congolais qui tombaient sous les balles de l'AFC M23. Non, en fait, la paix, c'est un processus. La paix, c'est un processus et les accords de Washington en fait, c'est un paquet cohérent. D'abord, il y a cet accord de paix qui concerne la paix et la sécurité entre la RDC et le Rwanda. C'est que depuis 30 ans, cette zone, en tout cas dans la partie Est, il y a cette poudrière-là qui fait que des Congolais sont tués, violés, et les minéraux, le cœur même de cette situation, les minéraux sont pillés. Donc, il fallait d'abord cet accord de paix pour instaurer la sécurité. Voilà, ça c'est le premier accord entre la RDC et le Rwanda. Et après ça, il y a le deuxième accord qui est le cadre d'intégration économique régionale. C'est-à-dire que dès lors que la paix s'installe dans la zone, les deux pays, d'abord le Rwanda et la RDC, ils peuvent coopérer parce que nous sommes un pays très riche en ressources, que ce soit énergétique, que ce soit pour le tourisme, les mines et tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, avec les cadres d'intégration économique régionale, on veut mettre un terme à tout ce qui s'est passé durant ces 30 dernières années. Parce qu'on a connu les pillages. Les Rwandais, ils venaient, ils se servaient de nos minéraux sans payer le dû à la République démocratique du Congo. Est-ce que ces cadres évoquent également la question d'exploitation illicite de nos minéraux? Justement, le cadre d'intégration régionale vient, en fait, formaliser tout ce qui doit se passer autour de l'exploitation des minéraux. Ici, la RDC, et pas seulement la RDC, parce que c'est un cadre d'intégration régionale
que ce soit la RDC, que ce soit le Rwanda ou tous les autres pays de la région, on laisse la pleine souveraineté à la République démocratique du Congo sur ses ressources minières, c'est-à-dire d'abord sur l'exploitation des ressources minières, deux, sur la transformation de ces ressources, et trois, sur les exportations de ces ressources. Puisque avant, on puisait les ressources en République démocratique du Congo, ça traverse les frontières du Rwanda, et là-bas, c'est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est des minéraux congolais. Avec les cadres d'intégration économique régionale, c'est fini ça. Les minéraux sont tracés depuis la mine jusqu'à l'exploitation ou à l'exportation. Donc ça, c'est le deuxième paquet qui concerne les cadres d'intégration économique régionale. Et en troisième lieu, vient maintenant les partenariats stratégiques signés B2B entre la RDC et les États-Unis. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'un partenariat stratégique, c'est le niveau le plus élevé de la coopération entre deux États. Parce que je dis ça parce que vous sembliez dire que c'est les deals. Non, ici, on est à un niveau le plus élevé de la coopération entre deux États. C'est-à-dire qu'un partenariat stratégique que nous signons avec les États-Unis. Il faut rappeler que c'est depuis 1984 qu'on avait un accord avec les Américains, et cet accord ne concernait que la promotion et la protection des investissements. Mais ici, nous avons maintenant un accord stratégique sur la coopération, sur l'exploitation des mines, et voilà. Donc, c'est ça. Donc, si vous regardez ces trois accords, ça forme un paquet cohérent qui fait qu'on installe d'abord la paix entre la RDC et le Rwanda, et par ricochet pour toute la région des Grands Lacs. Ces deux pays, ils peuvent coopérer pour que tout ce qui est exploité en République démocratique du Congo respecte les lois de la RDC et les lois internationales. Et trois, il y a maintenant un partenaire, la superpuissance économique du monde, avec qui doit sécuriser aussi son approvisionnement en matière stratégique, parce que là, nous entrons dans une ère de l'économie verte. Et les Américains, ils sont en retard par rapport à ça, par rapport aux Chinois. Donc, ils devaient sécuriser l'approvisionnement en matière stratégique qu'on retrouve à l'air. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais j'aimerais avant tout que l'on revienne beaucoup plus sur cette accusation du Rwanda. On doit le dire, nous avons suivi le rapport, incessamment d'ailleurs, encore ce matin, où on indexe le Rwanda de violer les cessez-le-feu. Alors on s'est dit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dit avoir la porte grandement ouverte, avec une main tendue, pour travailler avec tout le monde. Mais le Rwanda, qui est signateur d'ailleurs de cet accord, continue à tergiverser dans sa position. Quelle est sa plus grande crainte, à votre avis? Bon, disons, de tout le ressent, vous savez, pour répondre directement à votre question de manière très tranchante, tout ce que le Rwanda a fait, en fait, c'est ce qu'on appelle généralement les réflexes d'un naufragé. C'est normal, c'est-à-dire tout son jet a été étalé sur la place publique. On sait exactement qu'est-ce qu'il fait dans la région. Et c'est normal que quand on cherche à étouffer son action nocive dans l'intégration au niveau de la sous-région, c'est tout à fait normal qu'il s'agite. Mais je voudrais plus revenir sur la première question que vous avez posée à Bakoum avec les amis quand ils ont fait le tour sur l'accord qui a été signé le 4 décembre à Washington. Moi, j'aimerais que nous nous replacions dans une lecture un peu géostratégique et géopolitique. Parce que c'est vrai que dans l'opinion publique, congolaise évidemment, les gens ont l'impression que la RDC est allée confier son destin entre les mains des Américains. Ce sont eux qui vont tout faire à notre place. Or, ce n'est pas forcément ça. Parce qu'il faut comprendre d'abord que visent les États-Unis en fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont signé cet accord-là. Vous vous rappellerez avec moi qu'avant de terminer son mandat, le président Biden est allé mettre en place le corridor de Lobito. Et dans le corridor de Lobito, les Américains prévoient d'investir des milliards pour rationaliser ces projets. Et ces projets, en fait, les Américains, ils sont en train quelque part, de redessiner la carte de la sous-région. Je crois Amédée l'a souligné tout à l'heure, avec des minéraux dits stratégiques. Et vous vous rappellerez aussi qu'en cette matière-là, la Chine a une très bonne longueur d'avance par rapport aux Américains, par rapport à l'Occident. Et la Chine même utilise ces réserves de minéraux stratégiques
comme une arme de dissuasion maintenant, au-delà de la bombe nucléaire, ainsi de suite. Et pour les Américains, ils estiment que avoir accès aux minerais de la sous-région, pour lesquels la RDC est mieux dotée que ses voisins, lui permettrait d'avoir une certaine autonomie au niveau international. C'est ce qui justifie le fait que, parce que je crois, c'est ce qu'on doit encore souligner pour que les gens qui nous suivent comprennent, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la RDC qui est allée vers les États-Unis. Joe Biden avait déjà posé les premiers pas. Vous vous rappelez, le président Tshisekedi avait fait les déplacements de l'Angola pour participer à la mise en œuvre de ce projet-là. Et ce que les Américains ont fait avec l'accord du 4 décembre, c'est la continuité de ce que Biden a fait avec l'Obito. Et donc cet Parce qu'il faut accord n'est en rien une opération de séduction il faut que les gens de la croient que non, RDC. voilà, c'est un accord de séduction, on est allé brader quoi que ce soit. Les Américains se sont inscrits dans une logique. On a besoin, il y a la transition écologique qui arrive, on a besoin des minéraux que la RDC possède, et pour que ces minéraux soient rationalisés, que nous puissions facilement les exporter vers nous, ils ont mis en place le corridor de l'Obito. C'est pourquoi leur intérêt est que si on a besoin de minéraux qui se trouvent dans le sous-sol de la RDC, à plus forte raison, on a intérêt à ce que ces pays-là se stabilisent. C'est pourquoi ils ont signé l'accord avec le Rwanda. Parce que l'accord avec le Rwanda, par rapport à votre première question, quand vous dites pourquoi le Rwanda s'agite, c'est normal parce qu'on doit se demander pourquoi on n'a pas signé un accord cadre avec l'Ouganda. Pourquoi on ne l'a pas fait avec la Tanzanie? Pourquoi on ne l'a pas fait avec la Zambie? Quand on vous indexe directement que non, vous devez signer avec le Rwanda, parce qu'on suppose que vous êtes l'élément déstabilisateur. Et si on neutralise l'élément déstabilisateur qui est le Rwanda, et l'accord qui suit, c'est l'accord, le CRR, l'accord d'intégration. Donc vous comprendrez qu'il y a une logique. C'est-à-dire, on doit d'abord extraire, neutraliser le virus, qui est le Rwanda. Et quand on neutralise ce virus-là, on doit maintenant se mettre ensemble pour stabiliser pour une coopération mutuelle au niveau de la sous-région. C'est pourquoi moi je conçois cet accord de cette manière-là. Je ne pense pas que c'est nous qui sommes allés vers les États-Unis pour aimer lier. Non. C'est-à-dire, bien sûr, on a juste... C'est comme si le président de la République avait capté un message. Il s'est dit, c'est l'occasion, c'est le moment de faire ça. Parce qu'il ne faut pas croire que non, le président Trump n'est pas aussi intelligent. Non. Là-bas, il y a une continuité de l'État. Et la continuité de l'État, c'est-à-dire Trump est dans la logique des fondements que son prédécesseur, Biden avait posé. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on se retrouve sur une table avec des accords de trop. Non, des accords de trop. Tout pouvait être recentré autour de l'accord de paix et de prospérité. Bon, évidemment, accord Pourquoi de trop. cette file? Accord de trop, je ne pense pas. Parce que, vous savez, quand vous avez vécu une guerre qui dure depuis 30 ans, cela suppose que vous avez tenté toutes les solutions possibles et que vous n'êtes jamais parvenu à sortir chaque fois que vous voyez le bout du tunnel, la paix vous échappe. Donc il n'est pas exclu que vous tentiez changer d'approche et puis voir d'autres. Parce que déjà, il faut comprendre que les États-Unis, c'est la superpuissance. Je crois depuis toutes ces années, on n'est jamais parvenu à signer un accord au plus haut niveau du gouvernement américain. Et déjà, le fait que Trump apporte sa caution morale à un accord censé lier des pays et un accord censé stabiliser rien qu'une sous-région, je crois que c'est... Très bien. C'est un bond qui a été franchi. Maintenant, c'est à nous, évidemment, c'est à nous. C'est à nous parce que, en fait, les Américains nous ont tendu la main. C'est à nous maintenant de savoir capitaliser cette main tendue. Parce que là, c'est vrai qu'on va peut-être en débattre au fil de Justement, je voudrais rebondir rapidement. Aujourd'hui, au-delà de la paix que l'on s'est clairement identifié dans cet accord de paix, d'ailleurs la dénomination dit tout, que gagnent les Congolais directement au-delà de la paix? Ah ben écoutez, au-delà de la paix, moi j'estime que la paix n'a pas de prix. Hein, aujourd'hui, le Congolais... Je vais vous interrompre un tout petit peu. Je le dis face au discours notamment de l'opposition qui dit cet accord est venu juste vendre le pays et le mettre à la disposition de l'étranger, des États-Unis. Le profit, ce sont les Américains qui viendront se servir comme ils veulent
Alors prenons cette dimension-là, prenons cette version de fait. Alors allons-y au-delà de la paix, qu'est-ce qui gagne? Il faut que je démontre que la paix n'a pas de prix pour qu'on puisse aller au-delà de la paix. Pendant la colonisation, on a coupé les bras, on a ramassé les caoutchoucs, on a exporté, on a construit la Belgique avec l'argent de la République démocratique du Congo. Donc, on nous a pris des ressources et on nous a coupé les mains. À côté de ça, il y a eu un génocide à cette période-là. 10 millions de morts. 10 millions de Congolais étaient morts à cette époque-là déjà, à cause de la colonisation. Les États-Unis sont venus, ils ont pris notre uranium, ils ont bombardé à Hiroshima. Qu'est-ce que nous, on a tiré aucun bénéfice. Aucun bénéfice. Et aujourd'hui, je vais être cynique, le Rwandais tue avec tous ceux qui sont avec eux. Ils font des massacres, ils commettent des crimes au Congo, ils ramassent les minéraux, ils vont avec, et nous ne gagnons rien. Aujourd'hui, tous les minéraux qui sont vendus au nom du Rwanda, quel bénéfice la République démocratique du Congo tire? Aucun. Ce que nous gagnons aujourd'hui, c'est que ces minéraux qui étaient puisés par prédation, on va maintenant les canaliser. La chaîne d'approvisionnement des minéraux va être canalisée et contrôlée. En plus de nous tuer, on ne va plus nous tuer. C'est ça maintenant, c'est que nous gagnons. Au-delà de la paix, on ne va plus être tué. On ne va plus être tué parce qu'on veut prendre des minéraux. Ceux qui étaient considérés à une certaine époque comme des receleurs, c'est l'Occident, représenté par la superpuissance, les États-Unis, ont décidé aujourd'hui de venir chez les propriétaires plutôt que de passer par l'intermédiaire qui était en fait un prédateur. Nous gagnons parce que ce qu'ils vont payer, les investissements qu'ils vont faire, ne serait-ce que pour exploiter, même si on ne prend pas l'aspect, et là je vais maintenant réellement au-delà de ce que nous gagnons avec cette paix qui sera rétablie, lorsqu'ils vont installer ne serait-ce que le cadre d'exploitation des gisements. C'est de l'argent qui va entrer, les permis d'exploiter, des recherches, l'impôt qui sera payé, les royalties, la part qui va revenir aux communautés, c'est-à-dire que le peuple congolais va gagner. C'est qu'ils perdaient par la prédation, parce que la prédation ne venait rien payer. Mais aujourd'hui, là, on va commencer à gagner un peu plus d'argent du simple fait qu'on va opérer des recherches de manière officielle et de manière ordonnée. Et puis, comme le nouveau code minier le dit, on doit installer la transformation ici au pays. Donc nous allons contrôler la chaîne des valeurs. La chaîne de valeur, nous n'allons plus exporter net les emplois comme on le fait actuellement. Nous prenons les matières brutes qui partent. On va commencer à les raffiner. Ici sur place, c'est dire que la chaîne de valeur va profiter davantage aux Congolais. Donc le bénéfice est immense. Au-delà de la paix, nous allons avoir un budget renforcé, nous allons avoir des frontières sécurisées et nous allons avoir des jeunes qui vont avoir des emplois parce que les emplois, on va plus les exporter comme on fait actuellement, on va les garder ici. Faustin Goudiassel a évoqué un aspect important. Il a parlé de 30 ans de guerre depuis. C'est ça, à moins que je me trompe. Nous en avons connu plusieurs propositions de sortie des crises. Il a également dit, je paraphrase, quelle est la plus grande garantie que la RDC détient aujourd'hui? Et les Congolais nous suivent en ce moment. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, c'est la bonne? Cette fois-ci, c'est la bonne parce que depuis plus de 2 décennies, on n'a pas eu à signer un tel accord de partenariat stratégique avec la superpuissance économique du monde. C'est déjà ça. Ce partenariat stratégique, c'est déjà une garantie que tout l'Occident qui se servait, en fait, qui bénéficiait des matières premières pillées en République démocratique du Congo, sans notre avis, maintenant, il y a les États-Unis qui disent non, on normalise les choses dans cette sous-région. On ne va plus se servir en passant par Kigali pour avoir ces matières premières. Puisque ne vous en faites pas, et ça a marché pendant 30 ans. Vous avez un smartphone certainement sous votre Pendant desk. 30 ans. Pendant 30 même ans. les Américains allaient se servir à Kigali. Même les Américains, alors, même les Européens. Voilà, changer la donne. Pendant cette période, il y avait un blanc-seing qui était accordé à Kigali pour piller ces matières premières et au profit de l'industrie mondiale, du numérique, et ça a fonctionné. Aujourd'hui,
ils disent que non, on ne va plus faire ça. On va normaliser les choses en mettant d'abord la sécurité et ensuite la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on doit couper, vous savez, tous les groupes armés qui pullulent dans la région, ils vivaient de quoi? Ils vivaient justement de cette contrebande, de ce trafic de matières premières. Là, on va casser ce trafic illicite de matières premières en instaurant la sécurité, parce que quand il y a la sécurité, ces groupes armés, avec les cas d'intégration qui ramènent la traçabilité dans l'exploitation des matières premières, ces groupes armés, ils ne seront plus financés avec l'argent de minerais. Donc c'est tout. Alors, en fait, c'est réellement un tournant parce que aujourd'hui, nous avons cette chance-là, parce que, et le président l'a dit plusieurs fois, que nous voulons une paix véritable. Une paix où les Congolais ne vont plus continuer à mourir comme ça pour leurs propres matières premières. Donc, c'est un tournant parce qu'aujourd'hui, les Rwandais s'est engagé devant le monde entier qu'ils signent la paix avec la République démocratique du Congo et s'il s'agit de coopérer avec la République démocratique du Congo, il y a un cadre d'intégration régionale, économique qu'il doit respecter et coopérer normalement avec la RDC comme n'importe quel autre pays de la sous-région, que ce soit l'Ouganda, la Tanzanie ou le Burundi. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense que le fait de signer ces accords, c'est déjà ça la garantie. Maintenant, tout dépendra aussi de notre capacité, nous, la République démocratique du Congo, à nous organiser pour capitaliser effectivement ces accords économiques. Je vais prendre le troisième accord signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, qui vise notamment le retour en termes d'investissement en République démocratique du Congo. Gadi Diana, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la RDC a encore à vendre au-delà des minéraux? Merci pour la question, Guichungo. Mais permets-moi de faire un exercice très rapidement. Je vais prendre la main sur l'appel des Fossin Kodiassala de fixer un contexte. Et je vais répondre directement à quelques questions que vous avez posées à Amédée. Les avantages, je vais le faire très rapidement. Je commence sur les approches sécuritaires. L'une des plus grandes fragilités de la RDC, c'est que le Rwanda nous tenait en joue fort des différents accords signés par des politiques à gauche, à droite. Aujourd'hui, l'accord de Washington a l'effet d'annuler toute autre forme d'accord signé par des individus au nom de l'État qui lui donnaient une certaine légitimité sur ses incursions et sur l'influence sur la politique congolaise. Aujourd'hui, par la puissance mondiale qu'est les États-Unis, le Rwanda décide de s'engager et de faire table rase sur tout ce qui pouvait constituer un litige vis-à-vis de lui dans le passé. Deuxième avantage de cet accord de paix, c'est que j'ai parlé des jeux d'influence du Rwanda. Le Rwanda, depuis toujours, mise sur la fragilité des frontières de la RDC pour continuer à asseoir sa politique. La politique de Paul Kagame, on la connaît. Aujourd'hui, reconnaître l'intangibilité des frontières de la RDC est à l'encontre de sa politique, de sa vision. C'est un État qui part. Le Rwanda sait que parmi les 4 éléments de puissance d'un État, la géographie, les éléments matériels, la géographie, la démographie, l'économie et le militaire, il sait qu'il ne remplit pas de cases sur toutes ces chaînes-là. Par la RDC, il veut résoudre le problème de l'économie et résoudre le problème militaire, il a peut-être tenté, mais aussi un problème démographique. Aujourd'hui, c'est briser un peu l'élan de sa politique. Autre avantage, dans le contexte sécuritaire aujourd'hui, le fait qu'il signe cet accord, on l'a dit depuis 30 ans, il engage sa responsabilité. Et c'est là où je trouve toute l'intelligence dans la gestion. Puisque depuis toujours, le Rwanda est un acteur abstrait, qui s'est caché derrière les considérations congolo-congolaises. Aujourd'hui, il prend sa part des responsabilités, ce qui nous permet à nous de discuter pour ceux qui, entre guillemets, se disent congolais au niveau de Doha. Et encore une fois de plus, je donne raison au chef de l'État qui, arrivant au Global Gateway, malgré la signature de l'accord de Washington, disait « Si Paul Kagame décide, la paix arrivera ». Avec la pression des États-Unis, avec la réunion du Conseil de sécurité, on a tous constaté que le retrait d'Ouvira s'est fait juste parce qu'on a mis la pression sur Kagame et que cela est fait. Aujourd'hui, on a réuni les preuves essentielles pour définir sa responsabilité et j'aime la déclaration de l'ambassadeur américain qui dit c'est lui l'instigateur, il est à la fois à la conception et à l'exécution. Le planificateur et l'exécuteur. Je crois que dans l'histoire, ça nous permet de nous en sortir parce que j'aime dire aux gens, le Rwanda calquait son modèle de politique internationale. Ces accusations ne solutionnent pas le problème. Le Rwanda suit exactement le schéma juif. Cette forme de victimisation, et il n'est jamais responsable de rien jusqu'à ce qu'il y ait de la résistance iranienne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en phase de pouvoir opposer une telle résistance, d'abord sur l'approche diplomatique.
Sur les considérations économiques, le Rwanda, nous le connaissons tous. Quand on parle de 2 milliards de ressources annuelles, ce sont les richesses de la RDC. Aujourd'hui, cette question d'intégration régionale voudrait dire on est prêt à rompre à une culture coloniale. Parce qu'on est État africain, mais il n'existe aucune chaîne de valeur entre nous États. Nous tous, nous importons vers l'extérieur. On veut aller par ça, mais la règle est que commençons par la paix. Et le Congo, qui joue un rôle essentiel pour le développement de cette Afrique-là, ne peut arriver à donner à tout le monde. Mais autre élément politique que les autres n'ont pas dit. Les États-Unis, à la manière de Mobutu, qui a été lâché après la guerre froide, parce qu'il ne servait plus à rien, il n'était plus un allié tactique, et je crois que c'est le cas pour Paul Kagame, les démocrates ont voulu l'utiliser pour pouvoir asseoir l'économie américaine, mais la réponse, quel est l'état de l'économie américaine aujourd'hui? Ils se sont rendus compte que cette économie des guerres ne sert plus rien. La Chine est intervenue dans la chaîne, est devenue le plus grand boina de la dynamique pourtant établie par les États-Unis d'Amérique. Donc en gros, il s'est vautré à servir ses propres intérêts que de pouvoir servir ses maîtres. Et il est donc en rupture. Et grâce à cette diplomatie, on a fini par mettre à nu ses insuffisances dans sa politique. Donc en gros, on est dans un contexte où le tournant est véritablement là. Très bien. On revient sur ma question. Sur la question que vous avez posée, est-ce que la RDC a encore à vendre? la RDC a suffisamment à vendre. Je vais me reposer sur les déclarations. Parce que les investisseurs arrivent. Hein. Amédée Morabou aime le rappeler. La chef du gouvernement et les autres ténors estiment qu'on a encore 90% de notre espace minier ou de nos ressources qui sont encore inexploitées. On a suffisamment de quoi revendre. Mais, j'aime dire pour moi, la RDC, il y a 2 valeurs différentielles. Ce n'est pas seulement le mine, c'est l'énergie et le secteur agricole. Encore que ce sont des marchés énormes au regard du besoin et de la demande du monde. La RDC est une vaste mine d'or où on a encore suffisamment à revendre. On en a énormément à revendre. Et encore que je profite pour répondre à la question. Derrière cette question, il y a une pensée de la plupart qui pensent à une sorte de protectorat des États-Unis. La RDC a fait l'option du multilatéralisme. Nous, dans notre contexte, c'est plus offrant. Venez dans la paix, faisons les affaires. Ici, ça dépendra aux Américains de qu'est-ce qu'ils mettront comme capitaux pour pouvoir intervenir dans les différents secteurs d'investissement. Et tout dépendra, la Chine également. Et là, on n'a pas exclu les autres États qui l'estiment. Et j'ai même envie de dire, même les États africains par les différentes organisations peuvent se réunir pour voir à la limite du possible comment quitter cet esprit colonial de rester dans des petites firmes dans les chaînes des valeurs. Les États africains peuvent se décider de se réunir également un consortium pour pouvoir, pourquoi ne pas constituer un grand capital pour pouvoir explorer aussi les ressources de la RDC. C'est une hypothèse où chacun peut venir et ça, encore une fois de plus, ça ne peut se faire que par la paix. Très bien. Alors, on parle de l'intégration régionale, Faustin, avec ou sans le Rwanda? Parce que déjà, ça a été dit ici, le Rwanda tire suffisamment de ressources de la RDC. Quand on va canaliser les choses, elle perdra, ce qui est sûr. Est-ce qu'il faut intégrer avec le Rwanda ou sans le Rwanda? Non, il n'est pas dit que le Rwanda perdra par rapport aux engagements convenus dans le cadre de l'accord du 4 octobre, ça je ne pense pas. Est-ce qu'on va faire l'intégration avec ou sans le Rwanda? On le fera avec le Rwanda, c'est inévitable. C'est notre voisin naturel. On ne va pas le déplacer quand même. Dans le respect de la souveraineté de la République démocratique. En fait, quand vous lisez l'accord du 4 octobre, c'est-à-dire, si vous essayez le 4 décembre plutôt, si vous essayez de faire un rapprochement avec la théorie des jets là, c'est comme si on est dans un jet à somme non nulle. C'est-à-dire où chacun gagne. Il suffit de respecter les règles. Qui te double. Ça veut dire gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire, nous sommes dans un deal, on s'impose des limites et des devoirs. On se dit, bon, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Parce que depuis un temps, le Rwanda a fondé sa prospérité sous le mensonge. Et malheureusement, le monde occidental a mordi à la maison. Au-delà du mensonge, c'était en fait... Et il a fait du génocide là, de 1994 son fonds de commerce. Si bien que les gens sont venus l'assister par pitié. Et on pouvait facilement fermer les yeux par rapport à toutes les atrocités qu'il s'aimait dans la sous-région. Or, aujourd'hui, le narratif a presque changé. C'est-à-dire, ce qui s'est fait avec l'accord du 4 décembre, c'est pourquoi je disais, je crois qu'on va aborder peut-être à la troisième partie de l'émission. La troisième partie de l'émission, c'est que c'est comme si le centre de la sous-région est en train de basculer. Il n'est plus forcément à Rwanda. Les Américains ils sont inscrits dans une nouvelle logique.
Je crois que Bakoumana a même enchaîné sur ça. Nous avons besoin de minéraux. Je crois que c'est route. Et ces minéraux sont au Congo. Les minéraux propres. Pourquoi continuer à passer par le Rwanda et qui nous vendent des minéraux de sang qui finalement risquent de suivre nos mains? Parce que le monde n'est plus muet, le monde n'est plus sourd. Le monde connaît ce qui se passe. Avec les réseaux sociaux, le monde est au courant de ce qui se passe. Vous savez, dernièrement, il y a Apple, l'américain Apple, qui a été poursuivi en justice. Et je crois le procès en cours sur les minéraux de sang qui passent par les Rwanda. Et ça, l'opinion publique américaine est aussi alertée. Maintenant, il est de tout intérêt que les États-Unis, soignent leur image de marque. Je crois que c'est Amédée qui l'a dit. C'est-à-dire, dans la démocratie américaine, l'opinion publique pèse. Et c'est une grande contrainte pour les dirigeants. En fait, aujourd'hui, évidemment, l'intégration régionale, c'est pourquoi je disais, cet accord du 4 décembre obéit à une logique. On s'est dit, on veut faire les affaires, mais la contrainte principale, il faut qu'on réussisse d'abord la paix. Et pour qu'on réussisse la paix, on a identifié le fauteur des troubles. Oui. On a dit c'est le Rwanda. Il faut le neutraliser. On le neutralise, mais on ne le carte pas du jeu. Non, on ne l'écarte pas. On le garde, mais on le neutralise. On le tient en joue. Okay. C'est pourquoi je l'ai appelé un virus. On l'encadre. C'est pourquoi je l'ai appelé un virus. C'est-à-dire qu'on neutralise juste le virus pour qu'il soit plus nuisible. Comme ça, on arrête directement la progression de la maladie. Si on réussit la paix, là alors on peut se mettre d'accord sur le cadre d'intégration économique régionale, où le Rwanda sera aussi l'un des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je crois qu'il y a Gardi qui a effleuré le sujet, et je crois qu'il est important de mentionner ces faits-là. Il ne faut pas croire que les Américains nous amèneront l'argent, non. Ils ne viendront pas avec l'argent, non, voilà l'argent, on vous donne, comme ça vous commencez à faire des affaires, non. Ils espèrent qu'en assainissant l'environnement, ils peuvent mettre en confiance leurs hommes d'affaires, que voilà, ce pays-là, c'est déjà assaini, vous pouvez y aller. Et c'est ce qui va se faire. Hier, le ciel était très nuageux, parce qu'on parle des investissements ou de retour des investisseurs pour la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec cet accord, on sent que ça s'éclaircit un tout petit peu. Mais entre-temps, que doit faire le gouvernement pour consolider et préserver cet acquis? Parce qu'on parle déjà du retour de la paix. Comment conserver et préserver? Ouais, moi, j'ai dit tout de suite, il faut préserver tous les acquis. Par exemple, je vais enchaîner dans quelque chose que Gardi a dit tout à l'heure. Nous avons les Chinois qui ont été avec nous pendant les moments difficiles. Ils nous ont construit des routes, des gagnants-gagnants. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Il y a beaucoup à dire, mais Gardez même pas qu'on parle du contrat. Le contrat win-win, il n'aime pas qu'on en parle. Pendant les moments les plus difficiles, on a révisé ce contrat. Pendant les moments les plus difficiles, les Chinois étaient là. Il ne faudrait pas oublier celui qui vous a aidé pendant les moments les plus difficiles, parce que les Américains... C'est lui qui s'est servi qui nous a aidés. Ben, ils nous ont aidés, il faut dire... C'est lui qui vous a soulagé. Pendant la période difficile, les Chinois étaient là. On peut tout dire, on peut tout qualifier, mais ils étaient là. Les États-Unis arrivent avec espoir que les climats politiques, les climats économiques sera assaini. Et c'est là où le gouvernement, donc nous, les institutions, nous, gouvernants, nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Parce qu'avec les Américains... Écritons le mot sérieux. Nous devons être sérieux. Dire par là? Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Nous devons être très sérieux quand on prend les engagements. On doit respecter scrupuleusement les échéances. Lorsqu'on dit que, par exemple, les registres de commerce sera délivré dans les 24 heures, on doit les délivrer dans les 24 heures. Lorsque on est devant les tribunaux, les cours et tribunaux, et qu'on doit rendre des décisions dans 8 jours, on doit tenir les 8 jours. C'est ça ce que j'appelle être sérieux. Les choses ne s'arrêtent pas qu'au niveau de la signature du protocole de ce contrat entre la RDC et le Rwanda, avec l'implication des États-Unis. Ça intègre également le sérieux de la République démocratique du Congo. Également le sérieux de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui on parle du Rwanda, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont juste organisé leur plateforme pour recevoir les investisseurs. C'est tout ce qu'ils ont fait pour recevoir les ONG. Quand c'est clair, quand c'est bien fait, quand vous respectez les échéances, vous n'êtes pas dans la prédation.
hein, et quand vous-même vous prenez au sérieux, et lorsque vous prenez des engagements, nous mettrons notre quote-part. Vous les mettez, et les gens viendront. Quand vous n'arrêtez pas les investisseurs de manière intempestive, vous ne ravissez pas leur titre de propriété, ils viendront, ils resteront. Et c'est là, vous comprendrez que le Rwanda, qui a intériorisé le schéma juif, a fauté. C'est parce que les Juifs, ils sont dans l'idéologie, ils parlent de leurs problèmes, mais ils ne sont pas dans la prédation auprès des Arabes. Et pas dans la manipulation. Mais les Rwandais, ils font de l'idéologie du génocide et ils mettent derrière ça la prédation. Et la planète entière est maintenant au courant, grâce à la diplomatie du président Tshisekedi, la planète entière est au courant que les discours que vous entendez là, c'est pour justifier la prédation. Et lorsqu'on a vu, on a eu des preuves maintenant de cette prédation, tout le monde s'est dit, ben, ils ne sont pas fiables, ils ne sont pas sérieux. Donc le développement qu'on est en train de vanter au Rwanda, tout le monde a compris que c'est construit sur une supercherie, c'est construit sur les sangs des Congolais. Et personne, et les gens, ceux qui en étaient les bénéficiaires, ils ont maintenant en horreur. Comment continuer à commercer, comment continuer à avoir des affaires avec un État pareil? Mais vous avez aussi posé la question, est-ce qu'on va faire sans le Rwanda? Non, on fera avec le Rwanda. Le leadership naturel de la République démocratique Qui sera du Congo, sûrement fragilisé. non pas fragilisé du tout. Il n'aura plus de griffes. On n'a pas besoin de fragiliser le Rwanda. Le leadership de la République démocratique du Congo, c'est un leadership tourné vers le développement communautaire. Développons-nous ensemble. L'intégration, Et le président de la République, avant le président Tshisekedi, le président Mobutu avec la CPGL, il en était le leader. Hein, on a pu réaliser des projets communs avec le Rwanda et le Burundi jusqu'aujourd'hui. Et ça profite plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo. Et donc, demain, lorsque la RDC va retrouver sa place de leader dans la sous-région, on va sécuriser le Rwandais. On ne parlera plus jamais des génocides à gauche ou à droite parce qu'on va sécuriser les Rwandais au Rwanda, on va les sécuriser, on va sécuriser le Burundi, on va permettre à ce que la prospérité, avec les ressources naturelles qu'on aura au Congo, qu'on puisse les exploiter. Au Rwanda, le président de la République l'a fait. C'est parmi les premiers gestes du président Tshisekedi lorsqu'il prend le pouvoir en 2019, c'est de donner l'or congolais pour être raffiné au Rwanda. Le modèle par excellence de l'intégration, le modèle par excellence de l'appropriation de la chaîne des valeurs à travers les pays de manière transfrontalière. Donc je pense de mon point de vue qu'on est en train de cheminer vers une destinée qui permettrait au peuple de la sous-région, à tous les peuples, on estime à plus ou moins 250 millions de personnes, de disposer des ressources et de disposer également des moyens pour créer des richesses pour tout le monde. Bienvenue parle de ce sérieux dont doit faire montre la République démocratique du Congo. Moi, je reviens sur le profil actuel de ce pays, la RDC. Déjà un grand pas, un travail des titans est fait dans le sens de retourner la paix au niveau de l'Est de la RDC. Les investisseurs sont déjà prêts pour affluer en RDC. Est-ce que la RDC présente déjà le profil pour recevoir ces investisseurs en ce moment-ci, où il y a encore un autre travail qui doit être fait? En fait, c'est ça même le plus grand challenge, en fait. Tout part de la paix qui sera instaurée dans la région. Nous avons déjà des signaux dans ce sens. Il y a des signaux qui vont aller encore beaucoup plus rassurants dans ce sens-là. Donc tout part de la paix. Mais une fois, si la paix est restaurée dans la région, maintenant le plus grand challenge pour le gouvernement congolais, c'est de se déployer dans cette région-là comme un État normal. Un État se déploie à travers ces trois piliers. 1, l'armée. 2, la justice. 3, l'administration. L'État congolais... Ça ne doit se faire que là-bas? Non, pas seulement là-bas. Mais en fait, moi j'ai toujours pensé que, et je pensais que nous, on devait faire de l'occupation de Goma et de Bukavu, ça devait être un tournant. C'est-à-dire qu'on devait prendre la résolution, et le président l'avait dit même, il avait donné instruction au gouvernement pour qu'on puisse réfléchir comment
augurer une ère de paix et de prospérité. Il a dit dans son discours du 29 janvier 2025. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas saisi cette brèche étendue par le président de la République. Aujourd'hui, avec la signature de cet accord, de ces accords de Washington, je pense qu'on ne doit plus vraiment rater les coches. C'est le moment de basculer, qu'il y ait une RDC avant 2025, avant la signature des accords de Washington, et une RDC après les accords de Washington. C'est-à-dire que l'État congolais devra redevenir un État normal avec une armée efficace, dissuasive, intelligente et crédible, avec professionnelle, avec une administration, pas l'administration obsolète qu'on a ici. Bienvenue l'a dit, il y a des investisseurs qui doivent venir, ils auront besoin de documents. Donc il faudra que ces investisseurs puissent trouver une administration capable de les servir normalement. Et la justice, il a dit aussi, les cours des tribunaux doivent fonctionner. C'est ça le plus grand challenge. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que non, la RDC a besoin d'une rupture de gouvernance pour refonder l'État de manière à ce que nous puissions être en mesure, puisqu'aujourd'hui, tous les Congolais, 100 millions ou 115 millions que nous sommes, nous avons droit à la paix. Et c'est lui qui a le devoir de nous assurer cette paix-là. C'est les gouvernements, à travers ces institutions. Donc, il est temps qu'on prenne cette résolution-là, qu'on investisse suffisamment à redonner à cet État tous les pouvoirs qu'il doit avoir, de manière à sécuriser les 2 345 km² 410 qu'on a, à sécuriser tous les Congolais partout où ils sont, pas seulement dans la partie Est. Mais la partie Est devrait être le déclenchant de ces processus-là, je pense. Donc aujourd'hui, c'est le grand challenge que nous avons, que le gouvernement a, de faire en sorte que les Congolais qui est à Rutshuru, à Massissi, et, à Mwenga et tout, ne puissent plus être tués par n'importe quel énergumène qui prend un fusil et qui entre dans un village, il massacre les gens. Non, il doit y avoir une armée capable de stopper de telles velléités. Donc c'est le plus grand challenge que le gouvernement a. Et moi, je l'ai toujours dit, il faut un gouvernement taillé face sur ces enjeux-là. Très bien. Cardinal, moi je pense qu'on va le dire encore assez dans cette émission. On parle de questions de souveraineté territoriale. Qu'est-ce qui doit exactement être fait, puisque ça fait des années qu'on en parle. Très souvent, c'est même à la base de tous ces conflits, au-delà des minéraux, des conflits liés à l'exploitation de minéraux. Il y a cette question de souveraineté. Est-ce que d'abord l'accord est clair à ces sujets, et qu'est-ce qui doit être fait pour préserver les frontières ou l'ensemble du territoire national? Le mérite de l'accord, c'est qu'aujourd'hui, pour la première fois, cet accord mettra fin à ce que moi je considère comme étant la plus grande jonction vers la déstabilisation de la République, la notion de réinsertion. L'avantage de cet accord, c'est qu'aujourd'hui, pas question de caution morale accordée à des gens, à des groupuscules de gens. Nous, on est des généraux de M23, on réintègre l'armée. Ça a toujours été le premier cercle d'influence du Rwanda sur la déstabilisation de la République. La preuve, regardez depuis le début du combat, vous verrez comment les mauvais militaires, c'est-à-dire cette dynamique-là nous a coûté énormément cher. Et donc aujourd'hui, cet accord a le mérite de dire on n'a pas envie d'avoir dans notre armée, qui est le premier élément des défenses de la souveraineté, des formes de mixage qui, en fin de compte, finit par révéler qu'on a été un État jusque-là fragilisé et pollué depuis toujours. Mais maintenant, quelle est la responsabilité de l'État ? Ça a été une expérience malheureuse, à votre avis. Ça a toujours été une expérience malheureuse. Je vous ai dit ici, parmi les 4 éléments, pour un pays qui a une puissance vocationnelle comme la RDC, on peut beau parler de notre démographie, on peut parler de notre position stratégique, on peut parler de nos ressources, mais l'aspect militaire est un élément essentiel et crucial. La preuve, la plupart des États qui ont cette approche vocationnelle de la puissance ont pour plus grandes dépenses les dépenses militaires. Et donc on est dans un contexte où aujourd'hui, on a tracé le chemin. Maintenant, il faut réorganiser ces services. Et c'est là où je trouve qu'il y a une cohérence, c'est que le MOU avec les États-Unis sur l'approche sécuritaire permettra à la fois dans le renforcement, mais également dans la préparation de cette armée solide, capable de défendre la République. Donc dans la pensée, dans la stratégie, il y a quand même une cohérence qui a déjà été établie. J'aime toujours le dire encore une fois de plus, la cohérence repart également sur, pour la première fois, la loi sur la programmation militaire. C'était une réflexion cohérente, mais la question, comment le mettre en place dans une armée
j'ai envie de dire qu'il y a toujours subi une forme d'inféodation, d'infiltration depuis toujours. Je crois que maintenant, on n'aura plus d'excuses pour pouvoir réorganiser cette armée parce que, autrefois, c'était on est infiltré parce qu'on réinsérait des gens. Cette fois-ci, on a repris la souveraineté sur l'organisation de nos forces armées. Et donc, c'est à nous de pouvoir mettre suffisamment de ressources. Et puisqu'on augmente le budget de la défense, que ça sert à quelque chose de bien. Et pour moi, j'estime, un peu comme pour l'administration, le premier de travail à faire, c'est de faire d'énormes sacrifices, ne pas craindre la grogne sociale. Il y a des idées, même au niveau de l'administration, vous verrez qu'il y a des réformes qui sont menées, mais le premier travail, c'est qu'il faut commencer par mettre dehors les brebis galeuses, ceux qui ne répondent pas aux critériums de l'administration. Souvent, on a peur, et surtout par expérience d'avoir été dans les institutions, quand vous le faites, les appels arrivent, on dit non, moni batouana, va gréver, va paralyser ville botikanan. Non, je crois qu'à un moment donné, il faudra qu'on soit cohérent envers nous. Et je crois même au niveau de l'armée, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il faut qu'il y ait le nettoyage du grand printemps à ces niveaux-là et que le travail se fasse convenablement. Parce que j'estime, ça je vais apporter une réponse sur les débats qu'il y a généralement à gauche et à droite. Quelqu'un a posé une question fondamentale, c'est pourquoi nos militaires ne se battent pas, surtout pendant les prises des villes. Je dis, ce n'est pas la vérité. Les militaires se battent, mais il y a un problème d'inféodation, surtout sur la chaîne des commandements. On répond à qui donne ceci, qui fait quoi. J'aime toujours dire aux gens, le chef de l'État, quand il disait ici, moindre escarmouche, sur de près de 3 milliards investis, comme jamais avant, en une année, dans les forces, sur de ce qu'il a acheté comme engin, sur l'effectif de l'armée qu'il avait, mais c'était sans compter sur les réalités internes. Et je crois qu'aujourd'hui, il a compris. Et donc, il y a un travail de fond à faire. Pour moi, la grande priorité, c'est cette armée-là. On a réussi le premier pas de ne pas se laisser burner. On a stoppé le pont de l'influence rwandaise sur la gestion sécuritaire de la RDC. Maintenant, à nous de réorganiser une armée assez solide. Et ça, c'est notre plus grande faiblesse. On peut réussir cette souveraineté qu'en réorganisant l'armée, selon vous? Non, mais vous parlez de souveraineté sans armée, ça n'existe pas. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Tant qu'on ne sait pas organiser cette armée-là, on ne peut pas parler de souveraineté. Et ça a été notre tendon d'Achille jusqu'à preuve du contraire, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, depuis la nuit des temps, la RDC a des malformations congénitales, notamment son aspect indépendance. On a toujours été pensé comme une zone d'exploitation. Et puisqu'aujourd'hui, on a posé la bonne question, c'est à quel prix, quel est le prix qu'on a à payer pour sortir de ce marasme-là, on a estimé qu'on peut utiliser nos ressources différemment en approchant la plus grande puissance et à conclure des accords stratégiques pour pouvoir nous permettre de réorganiser, de repartir sur des bonnes bases. La réflexion est posée, maintenant placée à l'action. On verra qu'est-ce qu'on aura posé comme acte pour finalement répondre de manière directe à ce problème. En fait, il faut changer d'approche. Une armée, ce n'est pas seulement pour se battre, non. Aujourd'hui, les armées modernes, au XXIe siècle, ils ne sont pas là seulement pour se battre, ils contribuent au développement du pays. Un peu comme on l'a vu avec les services nationaux. Exactement. Donc aujourd'hui, l'approche doit être que, moi j'ai toujours, et je l'ai écrit dans certains de mes articles, moi j'aimerais que un jeune qui passe devant un camp militaire, il regarde le camp militaire et demain il se décide d'entrer à l'armée. Parce qu'il a vu un camp militaire construit dans les normes, les soldats qui vivent dans les meilleurs appartements, dans les camps militaires, il y a les meilleures écoles, il y a les meilleurs hôpitaux, avec le meilleur médecin. C'est ça qu'il faut. Ça, c'est l'idéal, mais je crois que... C'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Pas du tout, pas du tout, c'est pas l'idéal. Juste ici, la première des choses, juste pour moi, ici, en Égypte, ici, soyons d'abord à même de sécuriser nos frontières. L'armée est en train de distribuer la nourriture aux communautés. On est à des années-lumière de l'Égypte. Non, mais non. Écoute, en termes d'organisation, on est loin des années Mike, c'est un idéal, c'est vrai. Ce n'est pas un idéal. Écoutez, il a dit, nous avons dépensé plus de 3 milliards de dollars ces 3 dernières années. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. C'est juste une question d'organisation. C'est juste une question d'organisation. Donc il faut changer d'approche. Dans l'armée, il doit y avoir le meilleur d'entre nous. Les génies d'entre nous, c'est eux qui doivent être dans l'armée, comme pilotes, comme médecins, comme chefs. Tous les corps de métier, ils doivent être les meilleurs architectes. Mais ça existe, c'est pas l'idéal. Allez juste à l'Égypte ici, vous allez voir. C'est l'armée qui construit tous les fonds. Nous-mêmes, nos meilleurs éléments sont les éléments formés en Égypte.
C'est notre modèle. On n'est pas contre Amédé Mourabou. Mais le problème, c'est que on parle le même langage. Mais le problème, auprès de Congolais aujourd'hui, il ne faudra pas qu'on soit en mode TGV. Non. La vérité aujourd'hui, c'est que commençons par d'abord être à même de veiller sur nos frontières. C'est la mission première de l'armée. Après, dans les politiques de développement, dans le sens général, il faut faire de cette armée... Moi, je suis d'accord avec, par exemple, sur les meilleurs. Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est que vous regardez le domaine de l'enseignement, il y a fuite de compétences. On devrait avoir les meilleurs d'entre nous dans le secteur de l'enseignement. Ça, c'est un problème structurel et général qu'il faut travailler parce que je considère que ce que vous évoquez fait partie des appendices de l'administration. Ça veut dire que la matrice de l'organisation de l'État. C'est une vérité de fait, mais le problème, c'est que pour l'instant, je crois que je ne refuse pas votre thèse, mais ne soyons pas trop ambitieux à la manière de nous parler. C'est fondamental. Soyons à même de nous défendre, on saura aller vers une politique de développement. Alors, je vais quand même vous donner la parole. Bienvenue, puisque j'ai posé la question à Grady tout à l'heure sur ce que doit faire l'État pour préserver sa souveraineté nationale. On parle de la protection de tout le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Il a évoqué la prise en compte et en prise en charge de l'armée qui jouera un rôle prépondérant. Est-ce que vous sentez le gouvernement de la République démocratique du Congo aller dans ce sens, revaloriser l'armée pour apporter des solutions notamment à cette souveraineté qui doit caractériser d'ailleurs la vision et même la politique du gouvernement? En quelques secondes, le budget qui vient d'être voté, 30% est consacré à l'armée. C'est déjà un signal fort que... C'est un signal très fort que 30% du budget soit consacré à l'armée. Et là, avec la mise en place du fonds, des comptes spéciaux, compte d'affectation spéciale, avec le soutien pour les soutiens et les développements de l'armée, nous allons la République va mettre des fonds à disposition pour le développement de notre armée. Et le développement de notre armée, non seulement pour défendre les frontières, mais aussi pour être une armée réellement de développement. Et nous avons l'illustration la plus parfaite pour moi actuellement, c'est le service national. Nous avons aujourd'hui les meilleurs médecins du pays. Lorsqu'il y a accident, c'est au camp Kokolo. On ne va pas à Ngaliema, on ne va pas au cinquantenaire, mais quand il y a des accidents, les problèmes des os, on va tout droit au camp Kokolo parce qu'il y a les meilleurs médecins qui sont là-bas. Et aujourd'hui, le plus grand hôpital, le mieux occupé de la ville, c'est parmi les plus grands hôpitaux, c'est l'hôpital du Kanchachi, qui a été équipé par les chefs de l'État. C'est-à-dire que ces choses-là... Les sociales du ministère, les sociales. Ben, les sociales du ministère, c'est quand on commence à produire du maïs, suffisamment de maïs par les services nationaux, ben on va alimenter les cantines des camps militaires. Et c'est une projection... Je parle plutôt de la rémunération. Est-ce que également le gouvernement est engagé sur cette voie? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, savez-vous que... et c'est même dit clairement, attesté, que la plupart de militaires qui se retirent, c'est justement parce qu'ils s'observent une sorte de relâchement de par leur prise en charge. Savez-vous, Guy, qu'aujourd'hui, au front, nos militaires reçoivent la prime de guerre, chiffrée à quelque chose l'équivalent de $500 américains. Donc, c'est dire que l'armée, oui, en plus, les salaires ont été doublés. C'est dire que l'armée, la question de l'armée est prise en charge par le gouvernement sous le leadership du président Tshisekedi de manière responsable. Et lorsqu'on voit les chiffres qui sortent pour l'armée, et Amédée a donné tout à l'heure le chiffre des 3 milliards de dollars, c'est du jamais vu depuis que ce pays a été dans la tourmente avec la guerre imposée par le Rwanda. Les moyens colossaux sont mis à disposition de l'armée et ces moyens doivent être affectés de manière efficiente. Et les secteurs que je viens d'énumérer, vous ajoutez à cela la recherche scientifique. Moi, j'estime que le meilleur de nos Congolais dans les domaines de l'informatique, on doit les retrouver dans l'armée. C'est eux qui doivent un peu une sorte de NASA. On doit rêver ça. On me dira que je rêve un peu grand, mais je pense que nous devons rêver ça parce qu'on en a les capacités, les ressources humaines en RDC sont importantes. Très bien. Alors, on va finir avec vous, M. Faustin Diassala. On a fait la ronde ici, vous avez entendu, qu'on a abordé presque toutes les questions, mais la dernière,
qu'est-ce qui doit être fait par la République démocratique du Congo pour éviter de violer, de déranger cet accord signé? Et en plus, quelle stratégie mettre en place pour baliser le chemin à l'arrivée des investisseurs ou des investissements en RDC? Moi, je crois tout au long de l'émission, on a débattu sur cette question-là. Je disais tout à l'heure, vous savez, avec cet accord, parce que vous serez d'accord avec moi, que la RDC a été toujours présentée comme ces géants au pied d'argile. Malheureusement, ces géants au pied d'argile-là, même l'argile-là, on l'a amputé finalement. Mais avec l'accord, c'est comme si le pays a subi une greffe. Et vous savez, quand vous subissez une greffe, vous devez passer par une période de rééducation. Et la période de rééducation, c'est justement là où nous nous trouvons maintenant. Parce que la rééducation, c'est quoi? Je crois que Bakouma l'a dit, on doit être sérieux. Parce que la rééducation, pour nous, en fait, c'est on doit changer ou rationaliser notre mode de gouvernance. On a parlé tout à l'heure longuement de l'armée. On a parlé de la justice, on a parlé de l'administration. Mais vous serez encore d'accord avec moi qu'il y a des textes qui régissent tous ces secteurs-là. Mais qu'est-ce qui nous manque finalement? Il faut les appliquer. Parce qu'aujourd'hui, je crois que je répondais à une remarque que Diana avait fait tout à l'heure, là, sur les Américains qui étaient censés nous amener l'argent. Non, pas du tout. Les Américains, en fait, ils vont ouvrir les marchés congolais. C'est pourquoi je disais, c'est le hub de la sous-région qui est en train de se déplacer vers la RDC. Il faut qu'on sait, cet accord, c'est une opportunité inégale. Pas seulement pour la RDC. Pas seulement pour la RDC, parce qu'au-delà de l'accord qu'on a signé avec les Rwandais, il y a les cadres d'intégration, tout ça. Cela voudrait dire que cet accord plante les décors pour une prospérité partagée dans la sous-région. On est en face d'une révolution. Pour une prospérité partagée dans la sous-région, dont le Caire se situe en République démocratique du Congo. Vous savez, quand on prend l'exemple, rien qu'un petit exemple sur le secteur minier. Vous savez, le secteur minier chez nous accuse un déficit en termes d'énergétique de plusieurs mégawatts. Oui. Mais il y a l'Angola qui vient de construire une grande centrale hydroélectrique qui produit plus de 2000. Et l'Angola, je crois que le ministre Molendo avait même signé un accord comme ça. Ils sont en train de réfléchir pour essayer un peu d'importer le courant à partir de l'Angola. La Tanzanie aussi vient on a signé un accord à New York voilà. pour construire la ligne. La ligne, justement. 1,6 milliard de dollars américains. Et la Tanzanie aussi a la même ambition, parce que la Tanzanie vient aussi de se doter d'une centrale hydroélectrique qui produit plus de 2000 MW. Or, chez nous, on a un problème. Si le pays est stabilisé, si le pays retrouve tout son calme, c'est que notre prospérité va profiter à tout le monde. Je crois que c'est ça l'avantage. Et notre prospérité dépend également de ça. Mais pour que... S'il faut le dire autrement. Pour que les investisseurs américains, les investisseurs européens viennent chez nous, en fait, le premier indicateur de la prospérité d'un pays, c'est d'abord ses hommes d'affaires. Très bien. Ses entreprises. Parce que pour que quelqu'un vienne investir chez nous, la première chose qu'il va se demander, la première question qu'il va se poser, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà là? C'est pourquoi l'État doit assainir l'environnement des affaires. On a nos textes, on a des beaux textes, il faut savoir les respecter. Très bien. Oui, je voulais juste ajouter on va finir cette à la émission. question que vous avez posée à Faustin. Ouais. Rappelez juste une phrase du président de la République lors de la signature de ces accords de Washington. Il a dit que la République démocratique du Congo va appliquer avec sérieux et rigueur ces accords et il pense que les Rwandais fera de même. Donc ces deux mots-là sont très importants, sérieux et rigueur. C'est tout ce qui nous manque. Et je pense que, en fait, la République démocratique du Congo devrait renaître avec ces accords de Washington. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle d'une RDC avant les accords de Washington et une RDC après les accords de Washington. Il faut plutôt parler d'un Congo retrouvé. Nous allons prendre déjà la caricature qui s'affiche derrière nous, bien sûr. Si la régie parle le même langage que nous, ben voilà, c'est cette caricature qu'on va commenter avec vous, Gardidiana, puisque j'ai senti que vous avez voulu demander la parole. Je vous l'accorde pour commenter la caricature, allez-y. En tout cas, dans ma tête, bouille l'idée de faire une digression, mais je suis en train de la retenir. En tout cas, vous avez intérêt. Pour le dîner, vous mangez quoi? Colombe blanche, braisée, paratata. Je trouve ici deux images. Pendant que les autres sont en train de négocier, de l'autre côté, il y a l'autre qui continue à non seulement tirer, mais prendre également du coltan et ramener vers son territoire. Et la caricature nous ramène sur la mauvaise foi de Paul Kagame.
Et parce qu'aujourd'hui, je peux parler avec tout en se reposant sur le propos de l'ambassadeur américain, c'est l'instigateur numéro 1 de cette crise. L'expression faciale, ça doit nous interpeller aussi. Il y a le chef de l'État qui sourit, il y a l'autre qui a un visage un peu renfrogné, il y a le pigeon, la colombe sur la table, et puis Trump. Moi, je pense que c'est la meilleure réponse à ceux qui estiment que cet accord était venu pour brader les ressources de la RDC. Si c'était le cas, je crois que Paul Kagame les signerait et exécuterait cet accord de bonne foi. Un commentaire? Non, moi j'ai juste un petit commentaire par rapport au body language. Sur la table, ça tire. Non, évidemment, sur les tables, c'est sûr qu'on espère que ça va se dissiper d'ici là. Mais par rapport au gestuel, on voit apparemment le président Tshisekedi, il est souriant. En fait, il est sûr de ce qu'il fait. Mais l'autre, là, apparemment, il traduit le désespoir. Il s'est dit, mais dans quelle affaire je suis en train de m'engager ici? C'est comme si tout l'édifice s'écroulait. Le lion a enfin perdu ses griffes. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Et Alicenne. la colombe sur la table qui nous redonne espoir. On se quitte avec cette expression, justement, qui nous rappelle l'histoire du roi du Zaïre avec Mobutu, la chute du roi du Zaïre. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. La suite, c'est au prochain numéro et avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.